quel lien peut-on avoir entre la vie de famille et la vie professionnelle? Alors, comme je le disais tantôt, je vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez, que vous donnez à nos téléspectateurs d'être en contact avec nous. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, la gestion des entreprises, comme on l'a toujours dit ici, est devenue une chose rationnelle. Tout à fait. Alors, les émotions doivent être mises de côté afin qu'on puisse savoir sur quoi on marche pour atteindre les objectifs fixés et gagner de l'argent. Tout à fait. Alors, la vie professionnelle et la vie de famille, nous avons constaté que depuis un moment, beaucoup de personnes sont en crise personnelle. Et les crises personnelles, lorsque vous observez qu'un collaborateur ou un cadre d'entreprise commence à rentrer en crise personnelle, ses résultats commencent à baisser au plan professionnel. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle crise professionnelle? Une crise personnelle d'abord. Crise personnelle, j'allais dire. Oui, une crise personnelle. Vous rentrez à la maison le soir et ça ne va pas entre vous et madame, ou ça ne va pas entre vous et un de vos garçons ou un de vos filles, et ça ne va pas simplement à la maison. Donc la nuit, vous avez passé la soirée à crier, à vous bagarrer peut-être pour ceux qui le font, et ça ne s'est pas très bien passé. Alors vous êtes en crise, alors rien ne marche à la maison, vous êtes couché dos à dos avec madame, ou vous avez correctement bastonné le petit garçon qui a décorné la nuit, donc ça ne s'est pas bien passé. Donc vous êtes couché très ému, malheureusement. Mais vous réveillez le matin, la maison est en crise. Vous vous réveillez, vous vous lavez, vous prenez le chemin du travail, vous venez, tout le monde voit que la personne qui est toujours gentille, souriant, il est venu aujourd'hui très nerveux, il n'a envie de parler à personne. Il est simplement en crise. Alors, quel est l'impact de cette crise sur la vie professionnelle ou l'excellence professionnelle? Pendant longtemps, nous avons fait des formations en entreprise. Nous avons travaillé avec des cadres d'entreprise et les managers disent, mais écoutez, j'ai telle personne que je ne comprends plus depuis un moment, ça ne va pas. Il était tellement excellent, c'est sur lui on a toujours compté ici, mais depuis un moment ça ne va pas et brusquement on se jette sur ce qu'il faut faire pour que professionnellement ça aille. Mais nous avons constaté qu'à chaque fois qu'on est en face de situations comme ça, les gens ne s'en sortent pas tôt. Et on a commencé à se poser des questions, bien sûr, avec l'aide de nos psychologues de travail. Qu'est-ce qui peut être à la base d'une chute rapide d'un collaborateur qui était bon dans un passé récent et qui commence à baisser de performance? Et c'est de là que nous sommes rendus compte que la vie privée des collaborateurs ou des employés en entreprise a un impact très important sur le professionnel. Okay. Alors, ça nous a permis désormais de commencer à concilier le travail sur l'amélioration ou l'équilibre personnel, bien sûr dans la vie privée des gens, et l'objectif professionnel atteint, c'est-à-dire l'excellence professionnelle. Du coup, l'objectif pour nous aujourd'hui, de voir comment travailler pour que les gens puissent retrouver l'équilibre dans leur vie personnelle et que cet équilibre puisse être un fondamental, une base pour tout ce qu'ils ont envie de faire dans leur carrière ou dans leur entreprise. Alors aujourd'hui, voilà. Comment concilier alors la vie professionnelle et la vie de famille? Alors il faut que, les employeurs, les managers commencent à comprendre qu'on ne peut pas dissocier le professionnel, la vie professionnelle de la vie privée. Oui. Vous avez un collaborateur, vous rentrez dans votre bureau et vous le saluez, il ne vous répond pas bien. Un matin à 8h30, vous venez, vous dites « Bonjour madame ». Il dit « Bonjour monsieur » timidement. Ça ne va pas. La journée vient de commencer. Qu'est-ce qui a pu l'impacter négativement un si beau matin alors qu'elle n'a reçu encore personne dans l'entreprise? Ça veut dire que la personne qui l'a livré ce matin à l'entreprise ne l'a pas bien livré. Okay. Parce que c'est la maison qui nous livre le matin à l'entreprise. Et le soir, l'entreprise nous livre à la maison. Alors, si la personne a été très mal livrée, le matin, en partant de la maison, vous recevez une personne qui vient de commencer sa journée, mais qui n'a pas bien commencé parce que ça ne s'est pas très bien passé à la maison. Vous savez exactement comment ça se passe. Et maintenant, concilier les deux, c'est désormais, ou à chaque fois que vous voyez que ça ne va pas avec un collaborateur, si vous pouvez le faire, vous-même, manager, commencez à vous poser des questions si est-ce que cette personne est équilibrée? Est-ce qu'il a en place les fondamentaux? Les fondamentaux, c'est tout ça là que nous mettons, nous considérons, et tout ce qui fait la vie de l'homme. Parce que vous ne pouvez pas vouloir réussir dehors si vous n'avez pas une maison qui vous accueille très bien. Okay. Vous ne pouvez pas être un bon mari si à la maison vous avez passé toute la nuit à vous bagarrer avec tout le monde.
dehors. Vous ne pouvez pas être un bon collaborateur si vous n'avez pas dormi la nuit. Si vous avez passé votre nuit, par exemple, dans les bars, si vous avez bu toute la nuit, bon, il y en a qui sont très bien, quand bien même ils passent toute la nuit à faire du n'importe quoi, le matin ils sont bons. Mais s'ils ne faisaient pas cela à la veille... Mais ils sont à compter au bout des doigts. C'est pas nombreux. Oui, il faut faire un tour, je suis d'accord. La petite bière, naturellement, à la sortie. Comme me le disait un jour, monsieur, vous voulez me changer? Tous les soirs, je prends ma bière quotidienne. Il dit, il n'y a pas de problème avant de rentrer. Il dit, il n'y a pas de problème, mais il faut de la mesure. Et en regardant cette mesure, à chaque fois que nous avons des défis, des difficultés avec des employés, il faut qu'on reparte derrière pour voir est-ce qu'ils ont des fondamentaux en place. Okay. Et nous passons par là pour dire, l'une des crises aujourd'hui, c'est que la personne, par exemple, elle est une femme, elle a la trentaine et elle a envie de vivre en couple, mais elle ne vit pas en couple. Mais tous les jours, quand elle rentre chez elle, c'est un gros défi pour elle. Et quand elle vient, vous voyez que ses résultats ne sont pas bons. Elle n'est pas bien avec ses collègues. Tout le temps, c'est d'elle, on se plaint parce qu'il y a beaucoup de petits problèmes entre les femmes si par hasard ils se retrouvent sur le même plateau. Mais personne ne se pose la question de savoir est-ce que cette personne a l'équilibre de vie. Comme quoi la vie de couple contribue à une réussite. Voilà. Attends, monsieur. Oui, allez-y. Voulez-vous dire que le manager viendra à la maison régler les problèmes ou inviter, c'est pas la famille au boulot? Non, mais le manager n'a pas besoin d'aller à la maison, mais le manager, quand il prend son collaborateur, il doit le prendre comme une personne complète. Okay. Il ne va pas viser que ses résultats professionnels, mais il va se dire, ok, est-ce que la personne que j'ai en face de moi, cette personne est équilibrée pour pouvoir me sortir ce dont j'ai besoin du lot qu'il a. S'il n'est pas équilibré, il peut être très performant, mais il va capoter. Une petite chose va le faire tomber. Mais regardez, on va dire du n'importe quoi, mais prenez un collaborateur. Nous parlons de la trentaine, et qui pendant toute une année, n'a jamais eu quelqu'un le matin très tôt, en sortant pour lui dire, mais écoutez madame, vous êtes très bien habillée. Ok? Vous êtes très bien habillée. C'est pareil aussi pour l'homme aussi. Pareil pour l'homme. Mais vous êtes très bien élégante ce matin. Et pendant un an, elle a passé ça. Tous les jours, quand elle a son salaire, elle s'en va faire le tour, elle change sa garde-robe, mais elle le fait à chaque fois, elle s'en va, elle revient telle qu'elle est partie. Vous pensez que cette personne est équilibrée? À moins qu'elle n'a pas des ambitions de vie de couple. On comprend. Mais à 80%, à la trentaine, si nous prenons le contexte socio-culturel béninois, les gens ont envie de vivre en couple, d'avoir une famille. Mais il paraît qu'il y a des éléments de vie de couple qui contribuent au succès professionnel. C'est quoi ces éléments? Oui, naturellement, comme je le dis, c'est d'abord l'équilibre personnel. C'est d'abord les objectifs que vous fixez et votre relation avec vous-même. Ça veut dire? Oui, ça veut dire que lorsque vous fixez des objectifs, vous devez avoir la capacité d'accepter de faire ce qu'il faut faire pour atteindre ces objectifs. Ouais, des gens, ils disent, mais écoutez, je veux passer d'un niveau 1 à un niveau 2. Et quand vous le rencontrez, vous commencez à lui poser des questions sur les sacrifices à faire pour passer au niveau 2. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'accepterait à faire ou qu'elle n'accepterait de faire. Mais il y a un problème. Vous ne pouvez pas vouloir quelque chose de son contraire. Donc, les sacrifices à faire pour passer d'un niveau à un autre niveau, il faut les connaître d'eux, il faut accepter de les faire. Il y a des gens qui ont de la carapace. Ils ont de la carapace, mais ils ne le savent pas. Ils se disent, mais j'ai l'envie de partir, j'ai envie de faire ci, j'ai envie d'être en harmonie avec les autres, mais ça ne passe pas. Je fais tout, mais ça ne passe pas. Il y a un petit quelque chose qu'elle refuse de sacrifier. Et le jour où vous commencez à parler avec elle, et vous touchez ce petit quelque chose, et vous dites, mais écoutez madame, monsieur, il y a longtemps que vous refusez de faire ça. Il sourit ou elle sourit, elle dit, oui, vous avez bien vu. Alors, est-ce que c'est le manager qui doit jouer ce rôle dans l'entreprise ou s'il faut quelqu'un, par exemple un psychologue? Oui, ça dépend du style de gestion que vous avez. Si vous avez un style qui fait que vous êtes le boss tout fermé dans votre bureau et que la balle n'est pas à terre, les gens n'ont pas la possibilité de vous parler de tout et de rien, vous êtes obligé d'aller chercher un psychologue de travail ou un coach pour venir écouter les gens parce que lui trouvera des moyens de les faire parler. Maintenant, si vous avez un style de management qui vous permet d'aborder tout et rien, comme nous, par exemple, on l'a choisi, alors vous parlez de tout et de rien avec vos collaborateurs. Lorsque le collaborateur entre, comme je l'ai dit au début, et que vous lui dites bonjour simplement, il ne répond pas bien, et vous lui posez la question, mais comment vous allez, monsieur ou madame? Il dit, ça peut aller, il faut l'inviter dans votre bureau. Cherchez à comprendre. Il faut comprendre, il faut l'inviter dans votre bureau. Pourquoi ça peut aller ou ça ne va pas?
Effectivement, si le style est free, ou votre style de gestion est un style où on peut tout dire au manager, il se vide ou elle se vide. Et là, vous posez le vrai diagnostic et vous trouvez les vraies solutions. Mais si le style n'est pas free, et qu'à chaque fois quand vous venez, vous toastez, vous criez, vous montrez que le boss est là pour que les gens puissent rentrer dans l'ordre, bon, ils essaieront de faire ce qu'ils peuvent faire. Mais quand on chasse le naturel, on revient au galop. Tout à fait. On n'est pas ici pour gérer vos humeurs. Hein. Ah oui. Vous laissez tout au dehors à votre entrée. Ah oui, comme le disent les jeunes quand ils veulent rentrer en entreprise et vous êtes en entretien avec eux, vous leur posez la question, mais pensez-vous qu'on peut amener les problèmes de la maison au boulot? Ils disent, ah non, hein, lorsque tu veux rentrer dans l'entreprise, il faut oublier la maison. Mais plus tard, lorsque vous les rencontrez devant leurs difficultés à concilier le travail et la vie privée, ils vous disent, mais nos managers ne nous écoutent pas, ils ne cherchent pas à savoir comment nous on vit, mais ils veulent que nous on donne le maximum de nous-mêmes, ça peut parler comme ça. Alors, Marcel Alphonse, si tu permets, je vais abonder dans le même sens que Axiom, de savoir, est-ce que c'est permis de partager ces défis de vie privée avec son chef? Alors, je reviens là-dessus. C'est indispensable qu'on puisse avoir des informations sur votre équilibre personnel. Maintenant... Mais c'est moi qui fais le pas ou bien c'est le chef qui vient vers moi? Non, tout dépend du style de management. Si la gestion est telle que c'est free et on peut aborder toutes les questions avec les collaborateurs, le manager le fait. Quand le manager commence à voir que ça ne va pas, il appelle son collaborateur et il fait le diagnostic. Il essaie de parcourir les différents aspects qui entrent en ligne de compte pour l'équilibre de vie personnelle. Et quand il voit qu'il y a des éléments dans cet ensemble-là qui ne vont pas, il attire simplement l'attention du collaborateur pour qu'il puisse investir un peu de son temps ou un peu de ses ressources dans cet aspect qui ne marche pas. Mais si le style n'est pas free pour qu'il puisse le faire lui-même, il fait recours à un externe, à un coach de l'entreprise ou... Comme Marcel un psychologue, oui, naturellement, c'est ce que nous faisons. Ou à un psychologue de travail afin qu'il puisse aborder la question. Parce qu'il faut il faut mettre en place un système pour pouvoir rentrer dans cette vie avec les gens. Il y a des entreprises où le style de gestion est tellement fermé que même lorsque vous êtes coach et que vous venez de dehors pour aborder des questions de vie privée avec des gens, mais ils sont braqués. Et pourquoi? Mais ils se disent, mais vous venez nous espionner pour amener des informations à nos chefs afin qu'ils puissent nous taper après. Vous voyez un peu. Donc c'est le comble si le manager lui-même il décide de rentrer dans la vie privée des gens. Donc dans ces cas-là, on demande aux entreprises de nous donner du temps afin qu'on puisse passer par tous les moyens pour désamorcer les bombes afin de commencer à aborder, à faire de la chirurgie. Ok. Voilà. Alors quel doit être alors le rôle du manager dans l'équilibre de la vie familiale de ses collaborateurs? Voilà. Le rôle du manager, c'est de commencer d'abord à voir est-ce que des gens ont les fondamentaux en place. Quand on parle de fondamentaux, vous voulez parler de quoi? Les fondamentaux, par exemple, c'est, William, vous êtes là, vous travaillez quelque part, mais vous devez vous occuper, par exemple, de vos finances, vous devez vous occuper de votre fortune, vous devez vous occuper de votre état de santé, vous devez vous occuper de votre vie de famille, vous devez vous occuper de votre loisir, vous devez avoir des objectifs communautaires, vous devez avoir tellement de choses qui font que vous êtes équilibré. Alors, lorsqu'il y a une chose qui ne va pas, il faut qu'on vérifie si vous avez les fondamentaux en place. Parce que vous pouvez monter, par exemple, dans votre carrière jusqu'à un niveau impossible. Mais une petite chose, par exemple, dans votre vie de couple ou dans votre finance ou dans votre fortune, peut vous descendre complètement en bas. Mais vous imaginez, par exemple, si on vous prend que seulement, on veut vous offrir des formations pour que vous soyez un bon dactylo ou que vous maîtrisiez l'Internet, tout ça, alors que le problème est ailleurs. À chaque fois qu'il est devant l'ordinateur, il n'arrive pas à se concentrer parce qu'il est en train de perdre 20 millions dans une parcelle qu'il a achetée, qu'on est en train de lui voler. Vous imaginez? Mais cette personne est simplement déséquilibrée. Avant d'aborder la question de sa sous-performance dans l'entreprise, il faut remonter pour voir est-ce qu'il a en place les fondamentaux. S'il a en place les fondamentaux, vous n'investissez pas beaucoup de temps afin qu'il se retrouve. Mais s'il n'a pas les fondamentaux en place... Est-ce qu'il faut le renvoyer? Oh, le renvoi est le dernier recours. Vous ne pouvez pas voir quelqu'un qui est en baisse de performance et le renvoyer du coup. Voilà. Il faut chercher à savoir. C'est pourquoi on demande à ce que, aussi petit que soit l'entreprise, vous n'avez pas les moyens. Il y en a qui vous diront, on ne fait pas du social ici. Naturellement. Naturellement. Mais si vous n'avez pas de moyens, et parce que l'entreprise est petite, pour avoir un service administratif et des ressources humaines,
alors il faut simplement faire recours à des externes ou des cabinets externes qui s'occupent de la gestion des ressources humaines pour vous, parce que la seule chose en entreprise que vous avez, c'est les hommes. C'est les hommes. Vous auriez pu être propriétaire de votre simple emploi et vous gagnez de l'argent à partir de ce que vous faites. Mais si vous avez décidé d'être en entreprise, c'est de mettre ensemble des forces afin que chacun puisse faire ce qu'il doit faire pour que vous ayez un résultat meilleur que ce qu'on pouvait avoir lorsqu'on est seul. Oui, mais il arrive des fois qu'après avoir discuté avec son patron, ou sinon après diagnostic, et que vous arrivez à parler, et qu'après, donc, cette discussion-là, on constate que l'information, il y a fuite d'infos, que les problèmes, le sujet devient objet de discussion de presque tous vos collègues. On constate que les autres comprennent beaucoup plus sa vie privée. Oui. Est-ce que ça doit être géré de cette manière? Alors oui, c'est relatif. Lorsque vous avez un responsable des ressources humaines, c'est quelqu'un suffisamment mûr, c'est quelqu'un qui a de l'expérience et qui peut garder les secrets professionnels des gens ou même des secrets de leur vie privée. Voilà. On ne prend pas comme responsable des ressources humaines ou chargé de l'administration n'importe qui. C'est quelqu'un qui peut, voir des choses sans jamais les dire. J'ai un parent qui a travaillé dans un service où il faut beaucoup garder le secret. Le jour où il allait à la retraite, il m'a dit « Mais Marcel, ce travail, c'est très difficile. Il faut sortir afin de pouvoir être libre parce que tous les jours, vous avez la menace d'écouter des choses très graves, mais que vous ne pouvez jamais partager, même avec votre époux ou votre épouse. » Donc c'est de la même manière, lorsque vous êtes responsable des ressources humaines, vous devez pouvoir porter le secret des gens sans jamais pouvoir les utiliser pour leur faire du mal. Maintenant, en ayant leur secret, c'est pour les aider, les amener à sortir d'affaires, à résoudre des problèmes, mais jamais les utiliser contre eux. Par exemple, en parler à quelqu'un pour que la personne puisse avoir l'information et savoir que telle personne, c'est comme ça, il est. Jamais. Mais vous pouvez organiser de sorte que, en connaissant la personne, en tant que responsable des ressources humaines, vous devez connaître les éléments. Vous devez connaître les spécificités de chaque élément pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui faire afin qu'il produise du résultat. C'est votre rôle. C'est ce que vous devez faire tous les jours. Donc, vous devez pouvoir garder leur secret. Mieux, si c'est une entreprise qui a ce rôle de regarder un peu la vie des cadres ou des employés, il a ce contrat-là de confidentialité. C'est le premier contrat que vous signez. Que tout ce que vous entendez dans le cadre du travail ou dans le cadre de la vie privée de nos collaborateurs, tout est gardé secret. Même le manager qui vous a commandité ou qui vous a commis pour atteindre l'objectif, vous ne lui fournissez pas des informations sur la vie privée des gens. Mais vous lui dites juste ce qu'il doit faire afin que le résultat que vous voulez soit atteint. Donc du coup, il faut que vous soyez quelqu'un de très discrétionnel afin de pouvoir faire ce travail de responsable des ressources humaines ou, dans le cas où vous êtes hors de l'entreprise, un bon coach pour que les résultats de l'entreprise soient atteints. Marcel Lefond, coach et motivateur. Vous avez une dernière question certainement. Il faut toujours sortir du sujet. Allez-y, Marcel. Alors, vous savez, nous sommes déjà en pleine saison pluvieuse, les pluies saisonnières, donc ça s'annonce, j'allais dire même dire, elle est souvent la cause, je vais dire la pluie, de retard de plusieurs employés. Aidez donc les managers, les collaborateurs, à aider les managers, à aider les collaborateurs, voilà, face à ces intempéries pour la bonne marche de l'entreprise, surtout du point de vue ponctualité. Voilà, merci Artyom, mais j'ai toujours dit, c'est des excuses. Lorsque vous pensez qu'il pleut, que vous êtes venu au boulot, c'est une excuse simplement. Parce que nous sommes dans un pays où vous savez qu'il pleut, il y a des périodes où il pleut, il y a des périodes où il fait trop soleil. Et normalement, lorsque vous n'avez pas une voiture, vous devez avoir un imperméable dans le sac de boulot. Donc la pluie ne devrait pas être une raison pour ne pas être à l'heure au boulot. Mieux, il y en a qui disent « Ah, mais je vis dans un marécage, l'eau a inondé nos rues, je ne peux pas sortir, je fais l'effort, mais je vais être en retard. » C'est simplement des excuses parce que vous n'êtes pas préparé. Maintenant, lorsque vous dites qu'il faut aider les managers ou les employeurs à résoudre le problème en saison pluvieuse, je vois où vous voulez aller. Mais n'oubliez pas, lorsqu'un collaborateur commence à dire c'est parce que je n'ai pas tel outil, que je n'ai pas atteint tel objectif, il faut comprendre simplement qu'il est imperformant. Voilà. Parce que si c'est un ordinateur, il veut, et il n'arrive pas à travailler, dans 80% des cas, je ne dis pas 100%, dans 80% des cas, quand vous lui remettez l'ordinateur, vous voyez qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais il faut qu'il commence à s'en sortir, vaille que vaille, sans ordinateur, et que quand on lui remet un ordinateur, il connaît la valeur d'un ordinateur. Oui, qu'il soit plus performant.
Mais quand il dit, mais écoutez, à mon poste, je devrais pouvoir avoir un ordinateur, il me faut un bureau à moi seul parce que je dois me concentrer, je dis, c'est simplement des excuses. Il faut que les gens réussissent à se débrouiller sans ces moyens. Et dès qu'ils ont ces moyens-là, ils savent comment il faut les utiliser. Je ne décourage pas les employeurs à mettre en place des outils qu'il faut pour atteindre les objectifs. Mais le jour où vous prenez la responsabilité d'occuper un poste, on vous a dit, voilà les conditions dans lesquelles vous allez travailler. Et tout le monde dit, oui, je peux travailler. Puis vous travaillez sous pression, on dit oui. Mais quand on commence à travailler, on commence à être complaisant, à regarder qu'il faut un plus, sans oublier qu'on a toujours besoin de quelque chose à un niveau donné. Donc, c'est des excuses. Préparez vos imperméables dans votre sac de travail et soyez toujours prêts partout où vous êtes pour être à l'heure au travail parce que vos retards peuvent être des défis ou des manques à gagner en fin de journée pour votre entreprise.